Pascal Pic, l'objet de vos recherches en paléoanthropologie vous a conduit à envisager les choses à la fois d'un point de vue éthologique et d'un point de vue primatologique, puisque vous vous êtes intéressé particulièrement aux grands singes. Avant d'aborder la question du sport, on pourrait peut-être s'interroger sur la notion même de l'humain. Si l'homme appartient à une espèce, on va en parler, l'humain c'est peut-être une catégorie plus complexe. Alors l'humain, c'est effectivement une entité qui a été longtemps, enfin un concept qui était directement collé à celui d'Homo sapiens. Donc on avait une sorte d'identité entre l'homme tel qu'on croyait le connaître aujourd'hui et comme s'il avait d'emblée ses aptitudes à être humain. Mais même au sein de notre espèce actuelle, ça n'a pas été évident, puisqu'en effet, depuis Aristote, les barbares, les sauvages, le colonialisme, le racisme, les relations hommes-femmes, même au sein de notre espèce, de savoir qui était légitime pour recevoir le qualificatif d'humain et in fine donner les droits de l'homme, n'a pas été quelque chose d'une grande évidence, même au sein de notre espèce. Alors ça, c'est un fait de l'histoire, évidemment, qui remonte à la grande Antiquité grecque et même avant. Voilà. Qui est digne d'être humain par son appartenance sociale, ses origines, son éducation, ses mérites, ou tout ce que vous voudrez, et même le sexe ou la différence ethnique, culturelle et même physique. Donc ça, on voit bien que déjà, ce n'est pas évident. Mais l'autre aspect qui a émergé récemment, c'est celui de la paléoanthropologie. On sait depuis très peu de temps qu'il y a à peine 50 000 ans. 50 000 ans, c'est pas grand-chose à l'échelle de l'évolution, même de la lignée humaine, qui remonte au moins à 2 millions d'années. On sait qu'il y a à peine 50 000 ans, il y avait sur cette terre, sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie, 3 espèces d'hommes contemporaines. Nous, les Homo sapiens, dont les origines, ça vient des fossiles, nous ancrent sur l'Afrique depuis 300 000 ans, 300 à 200 000 ans. Les hommes de Néandertal qui étaient sur l'Europe, l'Asie occidentale, et on le sait maintenant jusqu'en Sibérie. Et puis une espèce encore mystérieuse, dont on n'a retrouvé qu'une phalange, dont on a extrait l'ADN mitochondrial, qui est un ADN qui est indépendant de l'ADN de nos gènes, qui est dans nos cellules, dans les mitochondries. Et cet ADN a la vertu de nous indiquer les lignées de mère à enfant. Et nos collègues russes donc, ont trouvé cette phalange à Denisova, et il s'avère qu'on aurait une autre lignée humaine. À partir de là, est-ce que l'humain s'étendait à ces autres espèces? Alors ça va dépendre des critères, mais on s'aperçoit que tous avaient des sociétés complexes comme les nôtres, tous avaient des outils, bien évidemment, ça remonte à très longtemps, mais surtout que tout le monde enterrait ses morts, qu'il y avait des rituels, et qu'il y avait aussi de la cosmétique. Ah, la cosmétique. Aujourd'hui, quand on dit cosmétique, c'est quelque chose de superficiel, voilà. Mais la cosmétique, c'est la même étymologie que le cosmos. C'est-à-dire que l'espèce humaine est la seule capable de changer son apparence en fonction des injonctions ou des règles imposées par la société, mais aussi de la liberté que l'on peut avoir d'exprimer par nos habits, nos coiffures, nos attitudes, nos maquillages, nos scarifications, etc., ce que nous sommes. Donc c'est ce jeu complexe. Alors donc là, ça veut dire que la caractéristique humaine, c'est ça. C'est qu'en tant qu'individu, quel est mon rapport aux autres? Quel est mon rapport à mon identité personnelle? Et ça, on l'a aussi. On a des indices archéologiques qui montrent que c'est également chez Néandertal et Denisova, pour l'instant, on ne sait pas. Donc il y a peu de chances que ça n'ait pas été le cas. On verra la suite des découvertes. Mais du coup, vous vous rendez compte, on part de la première partie de ma réponse qui se pose la question à qui s'étend la qualité d'humain au sein même de notre espèce, et maintenant nous sommes confrontés à plusieurs espèces. Et c'est ça qui est absolument fascinant aujourd'hui, et quand on pense évidemment à des grands critères, c'était quoi enterrer les morts, les sépultures, ça remonte au moins à 500 000 ans. Les plus anciennes traces de vestiges archéologiques liés à une préoccupation bien établie autour des morts, c'est à Taperka, il y a 8 mois, a été annoncée une découverte assez étonnante, c'est le moins qu'on puisse dire, en Afrique du Sud. On n'a pas de datation, mais on est autour de 2 millions d'années, et ça s'appelle Homo naledi. On en a fait un homme. Alors là, c'est quand même étonnant, parce que en dessous du bassin, ils sont quand même très modernes, très humains, au sens donc d'anatomie humaine, bien sûr. Le haut du corps est quand même assez grand singe, c'est quand même assez surprenant, avec des longs bras. La face est assez humaine.
le cerveau est petit, mais il y a une autre question. On a retrouvé les restes de 15 individus, ce qui représente 1500 ossements, dans un endroit où, de toute façon, ils n'ont pas été apportés ni par des prédateurs, c'est pas un accident, on connaît des cas comme cela pour les australopithèques. Ont-ils été mis là à dessein? En tout cas, ils ne sont pas arrivés comme cela tout seuls. Et on a des hommes, des femmes, des vieillards, les deux sexes, des enfants, etc. Est-ce qu'on aurait la première, entre guillemets, chapelle ardente? La question reste ouverte aujourd'hui, parce qu'évidemment, nous autres, les scientifiques, nous sommes des gens très simples. On va commencer à évoquer toutes les hypothèses, et toutes les hypothèses qui évoquent la non-accumulation de corps attentionnels ont été éliminées. Donc, voilà, c'est pas une preuve, ça s'appelle une monstration, mais on en est là aujourd'hui. Donc voilà. Aujourd'hui, dans le cadre de l'évolution de la ligne humaine, vous avez évoqué dans la question mon intérêt pour l'éthologie, tous les grands critères discrets qui étaient l'homme c'est l'outil, tout ça c'est au singulier, l'homme avec un grand L et avec un grand H, l'outil avec un grand L et un grand O, tout ça, la société, l'empathie, tout ce qu'on connaît, on l'avait attribué donc à l'homme, et indéniablement l'homme bénéficie de toutes ses capacités, toutes ses caractéristiques, mais dans l'ignorance totale des grands singes. Et on s'aperçoit que même pour la politique, j'ai commis un livre là-dessus, il y a la politique chez les chimpanzés. Alors, que nous reste-t-il? On peut nous accuser d'un travail de déconstruction. Non, c'est un travail de la connaissance. En tant que scientifique, que les chimpanzés aient des outils, des cultures qui fassent de la politique ou pas, franchement, j'en ai strictement rien à faire. Je ne veux pas être trivial, mais en tant que scientifique, j'en ai rien à faire. Mais ils le font. Maintenant, on peut discuter sur les critères qui nous permettent d'affirmer cela. Simplement, j'ai pris la définition d'Aristote sur la politique, le zone politikon, et il se trouve que les chimpanzés la respectent. Maintenant, on peut changer la définition, mais ils la respectent. J'ai regardé Machiavel, on a tous les personnages de Machiavel, etc. Maintenant, la chose importante, quand au cours de l'évolution humaine, on peut parler d'humain. Et là, c'est intéressant, on n'est plus sur l'humain comme une entité ontologique en dehors du monde de la nature, comme ça a été une longue tradition de la philosophie et qui continue d'ailleurs, ça a été effectivement, à partir de quel moment l'humain, l'adjectif humain peut s'appliquer. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le grand critère discret. L'homme, c'est l'outil, école marxiste, l'homme, c'est la pensée, l'homme, c'est la politique, Aristote. Donc tout ça, aujourd'hui, n'est pas contesté, parce que quand on dit que les chimpanzés font de la politique, c'est pas de contester que l'homme est un animal politique absolument extraordinaire. Donc Aristote n'a pas tort. De toute façon, il ne connaissait pas les chimpanzés, donc on ne peut pas l'accuser de ne pas savoir. L'autre chose, l'homme est-il un animal social? Donc c'est très bien, mais ça ne veut pas dire qu'on nie la sociabilité de l'homme. N'allons pas croire que c'est une négation de ce qui a été dit sur l'homme. Mais les choses se complètent et ça permet de constituer nos origines et notre évolution. Le phénomène, me semble-t-il, aujourd'hui caractéristique quand on utilise le terme d'humain, c'est que quand arrivent les vrais hommes, le genre Homo, vers 2 millions d'années, qu'on appellera Homo erectus pour être simple, c'est qu'est-ce qui fait qu'une culture est humaine? Donc là, on peut penser à Maurice Godelier, c'est l'aspect symbolique. Faire un biface, ce n'est pas, comme on l'a dit à une époque, rechercher une fonctionnalité, une efficacité. Il y a une esthétique, il y a une organisation sociale, il faut aller chercher cette matière première et faire un outil, cognitivement, ce genre d'outil, pardon, c'est exactement de la même façon dont on construit une phrase. Donc, je crois qu'effectivement, ce qui fait l'humain, c'est cette espèce de nécessité ontologique qui consiste à s'installer dans des médiations sémantiques ou symboliques vis-à-vis du cosmos. Donc, cosmologie, cosmétique, le langage, évidemment, y participe. Tout ceci, évidemment, tout ce qui va être parure et autres qui viendront assez rapidement d'ailleurs dans cette affaire-là. Le feu, bien sûr, on l'a vu comme une facilité technique, une innovation formidable qui permet la cuisson, qui permet des tas de choses. Mais le feu, ça ouvre l'espace de la nuit, l'espace de la narration, l'espace du récit. Vous vous rendez compte, c'est comme Galilée qui regarde la première fois dans sa lunette. Vous avez un feu, vous êtes dans l'espace de la nuit. Franchement, voilà, on imagine tout ce que ça peut susciter. Donc il y a un propre de l'homme. Donc il y a un propre de l'homme, et ce propre de l'homme, il est là. Donc des médiations. Et l'idée de médiation. C'est l'idée de médiation symbolique. Mais l'outil est aussi un médiateur. Pardon? Mais l'outil est aussi un médiateur. Et bien sûr, l'outil, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup dans les enjeux actuels de changement de société qui sont justement liés à ces outils et ces usages. C'est vraiment l'invention, innovation, c'est l'articulation schumpeterienne qui vient de Darwin d'ailleurs, c'est comment des outils ont changé notre vie. Et c'est ça. Et donc tout l'aspect idéal, comme dirait Maurice Godelier, est tout à fait lié à cela. Et très clairement, nous entrons avec l'homme dans quelque chose qui est tout à fait unique, qu'on appelle la coévolution. Alors, je vais être très clair, il y a 3 coévolutions. La première coévolution, et qui continue, contrairement à ce que pu dire une certaine médecine ou une certaine modernité, et qui laissait croire qu'on était sorti de la nature. Nous continuons à coévoluer avec tous les organismes, notamment les micro-organismes, qu'on appelle le microbiote notamment.
À partir d'Homo erectus, ce qui fait l'humain, c'est que nos innovations technologiques et culturelles vont modifier aussi notre biologie, notre psyché, notre rapport à la nature. Ça, c'est fondamental. L'invention de la cuisson permet le développement du cerveau. Développement du cerveau, le langage, la relation avec les autres. On appelle ça un système autocatalytique, pardonnez-moi pour la technicité du terme. Et aujourd'hui, nous sommes dans une troisième période qu'on appelle le transhumanisme, avec ses mirages d'éternité ou le solutionnisme, et qui fait que les technologies vont rentrer dans notre corps. Nous allons peut-être entrer dans un monde post-darwinien dont personne ne connaît le périmètre, ni les enjeux, ni les mécanismes, soyons très clairs. Et ça, c'est typiquement humain. Donc l'homme, et je terminerai par un très grand éthologue sur cette première partie, il s'appelait Jacob von Escul. On sait qu'il y a 3 fondateurs de l'éthologie qui ont été nobelisés en 1973. Konrad Lorenz avec ses oies, Karl von Fritz avec les abeilles, Nico Tinbergen avec les cormorans, et puis on peut donner que 3, il aurait fallu un 4e, qui est peut-être le plus important dans cette affaire, en tout cas par rapport à cette question, qui est Jacob von Escul, qui disait « L'animal est au monde, et l'homme est un transformateur de monde ». Ce qui est de l'ordre de l'humain, c'est sa capacité à transformer le monde, mais pas que pour la psyché, c'est-à-dire aussi son aptitude à modifier également sa physiologie et ses aptitudes cognitives. Alors, on pourrait peut-être distinguer, comme on le fait communément, donc un processus d'hominisation. Il en a été question, c'est-à-dire un peu l'émergence de l'homo, du non-homo. Enfin, tout cela est très compliqué, bien évidemment. C'est pas une sorte d'évolution linéaire et surtout pas finalisée. Ça, ce serait intéressant d'en faire une remarque critique. Mais il y a aussi le processus d'humanisation qui est le processus proprement culturel. Je pense à une remarque d'Edgar Morin qui montre au fond les interactions entre la nature et la culture, entre comment la nature transforme la culture et comment la culture transforme la nature. Donc comment penser ce processus à la fois d'hominisation, d'émergence de l'homme, du vivant, et ce processus d'humanisation et leur interaction. D'un point de vue épistémologique, processus d'hominisation, je n'aime pas le terme parce que ça donne l'idée ou laisse croire qu'il y aurait quelque chose qui soit de l'ordre ou de l'immanence ou de la transcendance ou du principe vital, etc. Un des personnages qui a le mieux approché cette problématique, c'est quand même Bergson, dans l'innovation créatrice. Il n'était pas pour le finalisme, mais quand même, il n'était pas vitaliste non plus, mais il avait bien senti, sans l'exprimer dans nos termes modernes, ce processus de co-construction entre la culture et la nature. Le problème, c'est que le processus d'hominisation, tel qu'il m'a été enseigné, est de rappeler que le terme vient de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, il n'a jamais dit que c'était un processus finalisé, mais il disait qu'un des buts quand même de l'évolution de l'humanité, ce serait cette prise de conscience de son évolution et sa responsabilité vis-à-vis de la nature. On aimerait bien qu'on l'écoute un peu plus aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique, par exemple. Voilà. Donc, mais malheureusement, ceci a été détourné dans une perversité épistémologique qui a laissé entendre qu'il y avait une finalité, comme si l'homme devait se redresser. Alors ça, c'était une perversité absolument énorme, puisque c'est de là qu'est sortie l'idée du singe qui se redresse. Voilà, Aristote n'y est pour rien, mais on a repris ce truc-là. Or, je rappelle que les grands évolutionnistes et les meilleurs évolutionnistes d'hier comme d'aujourd'hui, je citerai Darwin, Thomas Huxley, Karl Vogt, Ernst Haeckel, aujourd'hui les Stephen Jay Gould, etc., et j'ai l'immodestie de me mettre dedans, on n'a jamais considéré que le corps se relevait dans la savane. Mais la puissance mythologique qu'il y avait à cela, et même ontologique, a en fait toujours bousculé tout ce qui était bien connu et bien établi en science, et le principe d'hominisation a subi la même dérive. Moi, je vois le processus d'hominisation comme quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une loi. C'est une loi dans la nature, c'est comme la loi de gravitation universelle. On appelle ça des lois nomologiques, c'est-à-dire que si je laisse tomber un objet, les masses s'attirent et vous observez toujours le même phénomène. La loi contient ses mécanismes et ses effets. Les lois de l'histoire, les lois de l'évolution, les lois de la sociologie, les lois de l'économie ne sont pas des lois nomologiques. Ce sont en fait des lois explicatives, post-hoc, comme on dirait, qui donnent du sens à quelque chose qu'on croit identifier, mais qui ne sont pas de l'ordre des mécanismes qui sont opérants dans les phénomènes qu'on a observés, notamment dans leur changement, en un mot, pour l'évolution. Donc ça, c'est très important de le préciser parce que c'est une énorme confusion. Dans l'évolution, je vais être très banal, c'est pas parce que c'est arrivé que ça devait arriver. D'accord ? L'évolution est contingente. Voilà, ça c'est très clair. Maintenant, effectivement, ce principe d'hominisation a été encore plus
dérivé dans l'idée, la grande idée de progrès qui émerge à la fin du XVIIIe siècle, qui conçoit le rapport de l'homme à la nature dans une espèce de conflit. L'homme pourrait être encore mieux, de cette manière, s'il n'avait pas eu des catastrophes, s'il n'y avait pas eu ces micro-organismes, ces maladies, tous ces événements qui entravent la marche du progrès. D'ailleurs, un des premiers si ce n'est le premier d'ailleurs à en parler, c'est Malthus. Il a dit, c'est bien votre idée de progrès, c'est formidable. Il était en pleine controverse avec M. William Godwin, qui est un ami personnel de Condorcet, mais Malthus avait bien vu que s'il y avait un problème avec l'environnement et ses ressources, c'est bien beau le progrès, c'est bien beau la technique, mais ça pose des problèmes. On sait ce qu'il est devenu de la pensée de Malthus, surtout depuis Marx. Or, Malthus revient frapper à la porte aujourd'hui. Donc, il y a eu ce rapport extrêmement hostile de l'homme à la nature, et comme si, et la médecine en étant le meilleur reflet d'ailleurs, que l'homme, par sa créativité, va être dans une démarche lamarckienne caricaturale, être apte, par sa créativité, à trouver les solutions qui entravent évidemment le bonheur, du progrès, l'épanouissement pour tout, etc. Cette idée-là, évidemment, elle fait encore très mal, puisque aujourd'hui, on la voit encore émerger chez les contempteurs des problématiques du réchauffement climatique et même de l'effondrement des biodiversités. Qu'a-t-on besoin de ces biodiversités en un sens? Donc ça, c'est complètement éculé et malheureusement, ça persiste. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, Edgar Morin en parle depuis longtemps, vous avez raison de l'évoquer, Michel Serres aussi, lorsqu'il parlait du contrat naturel, et moi, même, j'en parle aujourd'hui pour la médecine évolutionniste, d'expliquer qu'effectivement, aujourd'hui, les nanotechnologies, les biotechnologies sont indéniablement des apports potentiellement essentiels et certainement important pour la suite de l'humanité, mais sans s'affranchir de la nature. Donc, il n'est pas question de se réconcilier avec la nature, il est question de comprendre ce qu'est la nature, qu'on en fait partie, que nous sommes des acteurs, évidemment, qui modifient considérablement la nature, notamment sur les biodiversités. L'homme est une espèce extrêmement envahissante et pesante d'un point de vue physiologique sur la planète, ne serait-ce que le réchauffement climatique. On ne reviendra jamais en arrière. Ça, c'est très clair. Mais maintenant, donc, être capable de prendre conscience qu'effectivement, nous sommes un acteur prépondérant à l'évolution. Aujourd'hui, le grand facteur de l'évolution sur la Terre, c'est l'homme. Donc, on ne revient pas sur le passé, on peut faire des mea culpa, etc. Mais on voit bien l'importance de la philosophie, de l'anthropologie, dans ces rapports fondamentaux à la nature. On sait dans le champ de la philosophie, je ne suis pas très connaisseur de la philosophie, mais qui ne sont pas univoques. Il y a de grandes traditions très différentes du rapport de l'homme à la nature. La technique, évidemment, et toutes ces médiations qu'on a évoquées, interviennent aussi de façon prépondérante. Et aujourd'hui, il est très clair que nous avons cette prise de responsabilité pour les générations futures. Rien de plus darwinien. Darwin disait, l'évolution, c'est pas le passé, c'est la descendance avec modification. Méditez cette expression, descendance avec modification. Notre évolution, c'est pas le passé, c'est ce que nous faisons aujourd'hui qui conditionne le jeu des possibles pour les générations futures. Donc c'est dans ce sens-là que j'aimerais bien que l'on puisse réfléchir à ce qu'est l'humain pour cette planète. Très bien. En tout cas, il faut accepter l'idée de la contingence, même si Absolument. elle blesse notre narcissisme. Ah, c'est sûr. Mais aussi, la contingence ne nous interdit pas, sans évidemment sombrer dans l'intelligence design ou dans les créationnismes de pacotille, mais remarquer cette créativité à l'œuvre dans les processus d'évolution, dans le développement des sociétés humaines. Cette créativité est quelque chose d'assez admirable. Ah, oui, elle est admirable, cette créativité, mais à condition qu'on soit capable de comprendre que les formes de créativité sont très diverses. Comme j'ai beaucoup d'occupations depuis pas mal d'années dans le champ entrepreneurial, le champ de l'innovation, etc., je me permets d'expliquer qu'il y a deux grands modèles de la créativité. Il y a d'abord celui qu'on a bien compris, qui est facile à admettre, qui est au cœur, une fois de plus, des idées de progrès, de technologie, de bien-être pour le futur, que j'appellerais l'innovation ou la créativité lamarckienne. C'est-à-dire que l'environnement change et il nous impose des contraintes. À partir de là, l'intelligence de l'homme, il n'y a que l'homme qui peut faire ça d'ailleurs, c'est, depuis Homo erectus, je précise, il n'y a pas que les Homo sapiens, ça consiste à essayer de percevoir les bons éléments d'analyse et de compréhension des changements de l'environnement et, par sa créativité, de trouver des réponses. La médecine en étant toujours, une fois de plus, pas un très grand exemple, mais tous les aspects de la technologie en sont là. Ça, on veut bien le comprendre. Et c'est intéressant puisque, effectivement,
les sociétés d'Europe occidentale, la France, l'Allemagne, la côte Est, les États-Unis, le Japon, qui sont des grands pays de tradition d'ingénieurs et de techniciens, sont absolument remarquables sur ce genre de créativité. Et il faut voir comme ça a changé le monde. Maintenant, il y a une autre forme de créativité qui, elle, nous met un petit peu mal à l'aise. Notre narcissisme, comme vous l'avez dit, est un petit peu mal et un petit peu bousculé par cela. C'est-à-dire que c'est la créativité darwinienne. On ne peut pas l'appeler créativité parce que créativité, ça veut dire qu'il y a une forme d'intention. Là, il n'y en a pas. Et l'innovation darwinienne, elle fonctionne en 3 temps. Variation, sélection, développement. Alors que l'innovation lamarckienne, pour faire des catégories simples, mais ce sont de bons repères, elle est de l'ordre de l'innovation active. C'est-à-dire que l'environnement nous impose une pression, on va y répondre. Ça, c'est parfaitement humain, et avec les sociétés humaines qui peuvent le faire, mais à condition d'avoir, à minima, une bonne compréhension de l'environnement. Si vous contestez le réchauffement climatique, ça va être très dur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aussi, il y a nos perceptions, nos cultures qui biaisent ou qui nous permettent de mieux comprendre ces facteurs et d'en tenir compte. L'innovation darwinienne est tout autre. Il y a d'abord production de variations. Et c'est ça qu'on n'aime pas. Production de variations, donc de nouveaux caractères, sans que ce soit utile ou sans que ça réponde à un quelconque besoin. Une espèce de mouvement brownien, si je peux me permettre cette image, ou de désordre créatif. On peut dire tout ce qu'on veut, il y a plein de concepts, aucun ne permet de cerner cette affaire-là, mais c'est ça le génie de Darwin, d'avoir compris que les caractères varient, émergent, sans qu'on soit capable d'expliquer en quoi ils correspondent à un besoin adaptatif vis-à-vis de l'environnement. Et là, c'est quand même fondamental, cette affaire-là. Parce que du coup, on revient par exemple au titre du livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Jacques Monod avait très bien dit qu'il y avait du hasard et qu'il n'y avait pas de nécessité. Cependant, ce titre vient d'une phrase de Démocrite, ce titre n'est pas très bon, si je peux me permettre. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce livre a très bien marché en France et pas dans le monde anglo-saxon. Pour quelle raison? C'est qu'il a oublié la contingence. Ce que disait très bien Stephen Jay Gould, ce que vient Richard Dawkins, même s'il n'est pas tout à fait d'accord sur ces affaires-là. Mais il y a 2 concepts fondamentaux pour comprendre l'évolution, qui sont l'un, la contingence, vous l'avez cité, c'est-à-dire que la contingence, d'ailleurs, a double sens, d'ailleurs, c'est intéressant. La contingence qui fait référence aux circonstances du moment, et la contingence des caractères qui sont contingents. C'est-à-dire qu'ils apparaissent, on ne sait pas pourquoi. Donc la contingence, il faut la prendre dans cette double acception, au sens de Darwin. Et puis, il y a aussi les contraintes phylogénétiques. Ça, c'était le grand apport de Stephen Jay Gould et de son école, à laquelle je suis un peu lié. C'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr qu'il y a des recombinaisons génétiques, bien sûr qu'il y a des mutations, mais tout ça est quand même contraint par une histoire. Voilà. Et c'est pour ça, par exemple, le champ de l'évolution, d'ailleurs, c'est très intéressant, et j'ai beaucoup d'admiration, et j'ai cette formation de physicien, j'ai beaucoup d'admiration pour mes copains physiciens, théoriciens de la physique, cosmologistes, mais il y a une chose qu'ils ne comprennent pas dans les théories de l'évolution. C'est la contingence, c'est les mécanismes et non pas les lois. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est effectivement cet aspect donc, de variation sans but et de contrainte historique. On ne peut pas dire qu'il y a de créativité comme mécanisme ou processus au sein de l'évolution. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des mécanismes, c'est-à-dire que la sélection naturelle a sélectionné les mécanismes qui font de la variation. C'est un système autocatalytique, une fois de plus, qui fait qu'effectivement, à chaque génération, il va y avoir la variation sur laquelle, évidemment, s'il n'y a pas de pression sélection, tout le monde aura sa chance. Et quand arrive un moment de pression sélective, quel qu'il soit, catastrophe naturelle ou parasite ou tout ce que vous voudrez, eh bien, c'est dans cette variation qu'on aura effectivement appuyé comme source d'innovation pour les générations futures. Sauf que là, c'est compliqué parce que ce n'est pas une créativité artistique, c'est une créativité qui est fonctionnelle, mais sans laquelle, effectivement, la vie ne serait pas possible. La rivalité n'est pas l'apanage des sociétés humaines ou des groupes humains. Cette rivalité se trouve dans la nature, et ce serait peut-être intéressant de réfléchir sur cette notion de rivalité, et peut-être de la rivalité essayer de dégager quelque chose qui serait là encore, peut-être le propre de l'homme, des formes de rivalité instituées, et peut-être en perspective, ce qu'on appelle l'activité sportive, qui est une activité réglée, et peut-être que nous allons parler non plus de l'homme de Néandertal, mais peut-être de l'homo sportivus.
Alors, la rivalité a été et est toujours un grand sujet dans le champ des théories de l'évolution, notamment lorsqu'on parle de sélection naturelle qui a été traduite comme un mécanisme de la lutte de chacun contre tous. Et Charles Darwin, comme Russell Wallace, avait fait des observations dans des milieux tropicaux où là, il y a une très grande diversité d'espèces, d'interactions, effectivement, de prédation, de parasitisme, etc. Et donc, il y a eu une espèce de dérive sur l'individualisme qui a laissé entendre qu'en fait, même les sociétés, les comportements, les relations entre les individus ou les espèces ou les populations n'étaient en fait que la résultante des épiphénomènes des rivalités individuelles. Donc là, on est sur le credo individualiste absolu. Alors c'est très intéressant ça, parce que à la fin du 19e siècle, Charles Darwin est magnifiquement reçu par les chercheurs russes, l'ensemble de la société russe d'ailleurs. Et là, cette société qui a besoin de changer, donc on est encore à l'époque du tsar, comprend que peut-être il y a des choses à chercher de ce côté-là. Et là, on a des personnages extraordinaires. J'en citerai qu'un, comme Piotr Kropotkin, qui a beaucoup vécu en France, qui est un des fondateurs vraiment de la théorie anarchiste, vraiment une théorie extrêmement élaborée. À l'époque, il est colonel des Cosaques, il va faire un tour en Sibérie, et là, il se dit non, 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 il n'y a pas que de la rivalité, il y a de l'entraide. Et donc, ça sera un livre de 1910 qui s'appelle L'entraide, où là, effectivement, il décrit que pour survivre dans l'hiver russe, on n'est pas dans les milieux tropicaux, il y a besoin d'entraide entre les individus d'une espèce et même entre espèces. Eh bien, malheureusement, pendant un siècle, va dominer cette idée de la rivalité de chacun contre tous. Et il va falloir attendre l'éthologie depuis une vingtaine d'années, notamment les travaux de Franz de Waal, mais il y en a d'autres, effectivement, qui montrent que, oui, dans les sociétés animales, et même entre des espèces, des individus de différentes espèces, il peut y avoir de l'entraide, de la solidarité et de l'empathie. Alors ça, c'était une grande révolution, parce qu'effectivement, on sortait de cette vision hyper idéologique de l'individu. Margaret Thatcher disait qu'il n'y a pas de société, c'est simplement un épiphénomène des relations entre les individus. Voilà. Donc, du coup, par rapport au sport, ça va être intéressant cette affaire-là, parce que est-ce que le sport est en fait la réussite d'un individu, avec tout ce qu'il y a derrière, ses entraîneurs, ses équipes, etc. Ou est-ce qu'on peut faire du sport et être un champion en étant dans l'entraide? J'y viendrai tout à l'heure en donnant quelques exemples. Mais il est très clair que la rivalité, sans être dans un processus éliminatoire de la loi du plus fort, est au cœur de toutes les sociétés, notamment, alors moi je connais très bien les sociétés de grands singes, notamment les chimpanzés et les autres, il y a des relations de rivalité qui vont faire que certains individus, à un moment ou à un autre, vont prendre le pouvoir. Alors, ces histoires dominant-dominé ne sont pas liées qu'à des processus agressifs. Je cogne sur l'autre, je gagne, et je deviens le dominant. Ce qu'on peut voir chez les loups ou autres, mais même là, c'est beaucoup plus subtil. Et donc, cette vision d'une nature hostile, du combat de tous pour tous, nous a fait voir la rivalité comme un processus extrêmement violent, dénué de toute empathie, qui forcément ne faisait pas appel à la collaboration et à la solidarité. Et par conséquent, vous imaginez une telle image dans le sport a été que, voilà, je suis un champion, une championne, et je n'ai point besoin des autres, et que le meilleur gagne, avec tout ce que ça veut dire derrière, en termes de déviance. C'est important, mais est-ce que on peut parler de rivalité réglée chez les grands singes? Alors, bien sûr, l'éthologie, ça a une double racine étymologique. Pardon de revenir à l'étymologie, mais c'est important. Ça vient d'éthos en grec, qui veut dire donc comportement, et éthique. Et donc, il y a des règles de vie sociale. Il y a des façons de réguler la violence. Et ça existe dans toutes les sociétés animales. Il est absolument impossible de vivre en société s'il n'y a pas de règles. Et donc, il peut arriver que toute l'éducation, d'ailleurs... Mais une règle est instituée. Une règle est instituée par convention. Par convention, mais dans le champ de l'héritage des fondements biologiques, donc
c'est la sociobiologie, je suis désolé. Les chiens ne se comportent pas comme des chats, les lions ne se comportent pas comme des hyènes, et les chimpanzés et les hommes se comportent de la même façon parce qu'on a le même héritage. Les autres lignées que je viens de citer sont séparées. Donc, là aussi, il y a eu cette idée pendant longtemps que l'homme était capable de vivre en société en se donnant des règles qui étaient au-dessus donc, de tout ce qui était de l'ordre du biologique, qui était contraint, qui était quelque chose qui allait du côté des catholiques contre le libre arbitre, du côté des marxistes contre la possibilité de réformer l'homme. Donc ça, c'est des vieux débats, mais qui sont encore là, très clairement. Donc il y a un héritage phylogénétique qui fait que nous naissons, que ce soit pour l'aptitude à marcher debout ou à vivre en société, qui font partie des bagages et des potentialités génétiques liées à notre évolution récente, mais après qui vont se co-construire dans le champ évidemment, de la société dans laquelle un individu va naître. Donc là, il va prendre des règles auprès de sa mère, auprès du clan de sa mère. Alors, ça dépend des espèces. Chez les singes, il y a des mâles et des femelles. Et là, il va, grâce aux neurones miroirs, ça c'est chez les singes, comprendre la bienséance des bons comportements ou des mauvais. Parce qu'effectivement, là aussi, s'il y a des règles, c'est qu'on peut aussi les contourner. Donc, effectivement, les règles peuvent faire appel à des sanctions, à des remises au pas, à des injonctions, à de l'éducation, mais aussi à des détournements. Et ça existe aussi chez pas mal d'espèces. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui se co-construit. Il n'y a pas un gène de l'éthique, il n'y a pas un gène de l'empathie. Mais si vous naissez dans un milieu d'agressivité, de stress, etc., vous ne serez jamais empathique, généreux et dans l'entraide. Ça, c'est très clair. Est-ce qu'on peut considérer que dans les sociétés de grands singes, pour prendre cet exemple, est-ce qu'il y a des formes de rivalité qui ressembleraient à ce qu'on appelle, par exemple, la guerre ? Bien sûr. Et par conséquent aussi un certain nombre de rites symboliques pour essayer de dépasser cette rivalité, de lui trouver une issue, une solution. On pourrait parler bien sûr de la rivalité mimétique dont parlait René Girard, oui, bien sûr. mais aussi parler du sport, parce qu'il est clair que le sport est aussi une réponse d'une certaine façon à des formes de rivalité qui se déchaînent dans la violence. Donc essayer de symboliser, de sublimer d'une certaine façon l'activité. Oui, je pense à une réflexion que j'aime beaucoup de Michel Serres. Il dit c'est l'arbitre qui fait le match. Effectivement, un sport sans règles n'est plus un sport, c'est très clair. Mais chez les canidés, chez les loups et chez les chiens, quand il y a une rivalité, une volonté de prise de pouvoir, il peut y avoir un combat. Et à partir du moment où l'un des deux se soumet, il envoie des signes très clairs, notamment se mettre sur le dos et présenter ses parties les plus fragiles, la gorge et les viscères. De là, normalement, il y a un mécanisme qui fait que celui qui a gagné va effectivement arrêter son agression et il a gagné. À partir de là, l'autre est soumis. C'est ce qu'on utilise pour dresser les chiens. Chez les chimpanzés, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des règles qui font que le groupe peut sévir contre la violence, mais ce sont des sociétés politiques dans lesquelles, effectivement, l'accès à la gestion du groupe, donc au pouvoir, en vrai sens du terme, va être déterminé par l'aptitude d'avoir des coalitions, de démonter l'autre coalition, mais ça peut être aussi des choses que l'on connaît dans les sociétés humaines. Si vous avez un jeune mâle ou une jeune femelle qui est élevé dans un clan dominant, dès le départ, ce jeune individu aura l'habitude de se déplacer avec aisance, parce que les autres savent à qui ils ont affaire. Par contre, si vous naissez dans un clan frustré, quelles que soient les raisons, périphérique, etc., ça ne veut pas dire que l'individu n'y arrivera pas, mais il ne partira pas avec les mêmes possibilités et le même potentiel. Il y a des règles, il y a des rivalités, autour de l'accès aux nourritures. Donc on le voit tout de suite, celui qui prend la nourriture de l'autre ou qui a priorité, ce sont des règles de rivalité qui sont là, qui s'installent. Mais maintenant, chaque groupe va être capable d'instaurer une application, j'allais dire lecture de ces règles, mais il ne peut pas exister de société animale comme une société humaine sans qu'il y ait des règles avec des codes précis qui permettent de limiter ces agressions ou pas. Le développement du sport va aussi participer à modifier d'une certaine façon le corps. Ça veut dire que ça va être une sorte d'accélérateur presque d'évolution, entre guillemets. La manière dont le sport, par exemple, va façonner le corps en vue de la performance, en vue de la compétition. On assiste aujourd'hui à une transformation, finalement, du corps, liée à cette institution culturelle. Alors, le sport moderne, ça doit parler de cela, a des racines lointaines, évidemment. On pense aux armées grecques. C'est très intéressant parce que ce qu'on appelle l'exercice, c'est-à-dire l'entraînement, est quelque chose qui nous vient du monde des armées. D'ailleurs, c'est ça qui a fait l'incroyable puissance et violence, je dois le dire, des armées occidentales.
Ça, c'est une tradition qui nous vient du monde grec, à partir du moment où des citoyens défendent leur liberté, défendent celui qui est à côté et décident de vaincre, évidemment, ensemble. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est lié à l'entraînement, qui s'acquiert là. Donc, on pense à Platon, on pense à tout ça. Les Maasai aussi faisaient cela, les Zoulous l'ont fait. Donc, il n'y a pas que la société occidentale, mais la société occidentale l'a développé de manière extrêmement violente. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait nouveau par rapport à ce qu'on a dans les sociétés animales, parce que les chimpanzés se font la guerre, ils organisent des commandos, ils peuvent exterminer des groupes de mâles d'un côté et prendre les femelles. Donc, comme j'aime à dire bêtement, c'est l'enlèvement des sabines version chimpanzé. Donc, ils peuvent aller jusqu'au meurtre. Mais il y a quelque chose quand même d'étonnant, c'est que dans la plupart des sociétés animales, lorsqu'il y a un conflit entre quelques protagonistes, comme je le disais tout à l'heure, il y en a un qui dit « Ok, j'ai perdu », l'autre s'arrête. Le problème, c'est que les sociétés de chimpanzés et les sociétés humaines, surtout, sont capables d'aller jusqu'au meurtre, même quand l'autre s'est soumis. Alors, c'est ça que le sport va faire. Il va installer des règles qui font que, normalement, on ne tue pas l'autre. Donc, bon, il y a quelques accidents dans certains sports, mais en tout cas, c'est cela. Donc, le sport moderne va émerger effectivement dans le cadre de notre modernité, la médecine qui devient moderne, etc. Et on commence à comprendre qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est quand même pas plus mal, surtout qu'on a un corps sain. Donc voilà, c'est ça qui va se développer depuis la fin du 19e siècle. Et à partir de là, c'est très intéressant parce que, en disant comment notre corps s'est transformé, on rentre dans un processus de coévolution. On voit bien que si la société, à travers l'éducation, ses règles et les images qu'elle donne de ce que doit être le comportement d'un homme ou d'une femme dans sa culture, son éducation et ses éducations physiques, le corps a une plasticité absolument extraordinaire. L'exemple que j'ai connu, donc c'est ma génération, après la Seconde Guerre mondiale, donc je suis un baby-boomer, mais limite supérieur, j'espère que ça se voit encore. Et là, évidemment, on a ce qu'on appelle les lycées modernes. On est dans les années 60. Et là, donc, on s'aperçoit que le sport, c'est quand même important pour l'éducation des enfants. Et évidemment, j'ai adoré. Et je suis d'une génération qui a été folle de sport. Mais en même temps, on a une meilleure médecine, une meilleure nutrition, des conditions de travail qui ont été améliorées. Et derrière cela, que s'est-il passé? Qui aurait imaginé que notre espérance de vie allait quasiment doubler? Ça a complètement plombé nos comptes sociaux, mais personne ne pouvait imaginer cela. C'est une belle idée, là, la retraite par répartition. Mais personne ne pouvait imaginer que des gens de 60 ans comme moi, aujourd'hui, pourraient faire du sport, de la moto, etc. Mais je ne suis pas exceptionnel, je veux dire, c'est toute une génération. Et donc, vous voyez, cette plasticité du corps humain qui fait qu'en changeant les conditions de l'environnement, alors qu'on n'a pas changé génétiquement, on n'a pas changé génétiquement depuis 50 ans ou 60 ans, nous avons été capables d'exprimer des potentialités en termes d'exploits sportifs, de rapport à la nature, de rapport à l'exploit physique, et aussi, ce qu'on est en train de mieux comprendre aujourd'hui, notamment à travers la marche, par exemple, qu'aujourd'hui, effectivement, nos capacités cognitives, notre façon de déplacer le corps dans l'environnement, etc., participent de notre créativité. Donc c'est ça qui est absolument fascinant, cette extraordinaire plasticité, et ça va très vite, parce que ça n'a même pas pris une génération. Donc arrêtons-nous à cette plasticité. Tout à l'heure, on parlait de l'aptitude à la bipédie. Elle n'est évidemment pas ce moment un peu miraculeux où le singe se lève dans la savane. Mais elle viendrait finalement peut-être, en tout cas c'est ce que je crois, c'est une hypothèse que vous faites, de notre capacité préalable à la suspension dans les arbres. Est-ce que cette notion même ne devrait pas, par exemple, intéresser les gymnastes de la barre fixe de la même manière notre aptitude à la course qui apparaît déjà avec Homo ergaster. Donc, vous faites finalement, vous ancrez les performances physiques telles qu'on les observe et qu'on les admire, par exemple chez le sportif, déjà dans une évolution qui est à échelle longue. Bien sûr, parce que lorsqu'on voit la force et la puissance des chimpanzés, le gorille, évidemment, ça va de soi, mais même l'endurance des loups, voilà. On a des performances physiologiques et sportives absolument exceptionnelles. Alors, je ne vais pas tomber dans le cliché, vous savez, tous les ans, les Jeux Olympiques vont arriver là, à Rio. On dit, voilà, le guépard court plus vite que l'homme, le kangourou saute plus haut. Non, attendez, le kangourou, il ne fait pas tout ce que fait l'homme, aucune espèce. Nous avons, et j'ai lâché le terme, une plasticité extraordinaire. Attendez, rendez-vous compte que nous, les Homo sapiens, depuis Homo ergaster, donc Homo erectus, sapiens, Néandertal et les autres, nous avons un corps qui est d'une incroyable simplicité. Ça peut vous surprendre, ça. Mais nous n'avons qu'une seule allure pour nous déplacer, qui est le trot.
Tout le monde a la musique des déplacements d'un cheval. La marche est à 4 temps. Tac, 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 tac. Le trot, tac, 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 2 temps. Et le galop, tagalac, 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 3 temps. Nous avons que le trot. C'est-à-dire que nous avançons la jambe gauche et nous avançons le bras droit en même temps et alternativement. Ce qui d'ailleurs offre une stabilité extraordinaire dans notre locomotion et une formidable économie d'énergie. Simplification, certes. Mais de ce corps ancré sur ces 2 jambes, vont naître toute la diversité des sports, des danses et des acrobaties. Donc ça, c'est peut-être un paradoxe. Alors, je vais être présomptueux, mais on pourrait appeler ça peut-être la règle de Pique, parce que c'est moi qui mets le doigt là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la simplification des structures permet une plasticité des fonctions. Et derrière, il faut quelque chose qui gère tout cela. Et ça s'appelle le cervelet. Et les études sont très récentes. Notre cervelet, c'est 70 milliards de neurones qui sont connectés à l'ensemble du corps. On a longtemps négligé le cervelet, parce que vous savez, notre habitude occidentale, ce qui est au-dessus est supérieur à ce qui est en dessous. Donc le néocortex est au-dessus, le pauvre cervelet qui est en dessous, c'est la boîte électrique. Pas du tout. La boîte électrique, c'est une boîte de connexion absolument extraordinaire qui participe de toute la sensorialité. Donc voilà, je ne suis pas philosophe, mais le sensualisme étant d'ailleurs une école de philosophie qui est pertinente à cet égard. Donc voilà, alors tout ça, ça vient du monde des arbres. Écoutez, Charles Darwin l'avait dit, quand vous êtes au sol, vous êtes à 4 pattes ou sur 2 pattes. Thomas Huxley, le grand Thomas Huxley l'avait dit aussi, Ernst Haeckel aussi, tous les morphologistes l'avaient dit aussi. D'où vient cette idée de cet abruti qui se redresse dans la savane? Ça, c'est le retour de nos mythes. Alors c'est intéressant, on voit bien qu'on fonctionne par les images, parce que ça vient en fait de Time Life, la série Time Life, célébrissime, extraordinaire d'ailleurs, des années 60, a réimprimé cette icône, alors qu'on sait très bien que ça ne vient pas de là. Maintenant, quand on regarde les déplacements des chimpanzés, vous parliez des gymnastes dans les arbres, là, les gymnastes, ils sont formidables, je les aime bien, mais ils peuvent s'accrocher. Par contre, sur 2 pieds, c'est une autre affaire. Et donc, ce qu'on a découvert avec justement les origines des bipédies, c'est qu'il faut bien comprendre que dans l'évolution, les choses n'arrivent pas parce qu'on en a besoin. Il faut toujours garder en tête ces doubles articulations, variation, sélection. Donc, l'aptitude à marcher debout, elle vient de la suspension dans les arbres. D'ailleurs, les grands singes, comme ils sont de grande taille, sont les seuls à se déplacer de manière très précautionneuse dans un espace à 3 dimensions, parfois très vite. Et là, ça vous oblige à avoir une intelligence, une représentation du corps dans l'espace. Ça vient de là. Nous, via les australopithèques, donc, on s'est adapté au plancher des antilopes, si je puis dire. Et c'est là qu'avec Homo ergaster, donc, va arriver un homme absolument étonnant, qui est celui qui, en dessous du crâne, comme nous, donc, a une bipédie comme la nôtre. Mais en plus de ça, il est de grande taille, donc c'est impressionnant. Il est bipède, c'est encore plus impressionnant. Et en plus, il a une capacité physiologique qui fait qu'il est endurant. Donc une peau couverte de glandes sédoripares, on n'a pas moins de poils que les chimpanzés, mais ils sont plus courts. Et puis surtout, comme la cage thoracique n'est plus contrainte par les mouvements des membres supérieurs, enfin qui sont devenus supérieurs, eh bien, nous pouvons adopter notre rythme respiratoire. Vous savez que quand nous courons, nous pouvons, lorsqu'on fait une course d'endurance, avoir 2 expirations ou 3 par foulée. Ça permet, et donc ça évacue la chaleur. Et donc à partir de là, nous avons donc l'émergence d'un nouveau type de prédateur, avec Homo erectus et Madame, bien sûr, qui est donc une espèce avec des capacités physiologiques et athlétiques qui n'ont jamais existé auparavant dans l'histoire de la vie. On a quitté tout de même un état de nomadisme constitutif, une évolution vers la sédentarité. C'est quand même l'évolution un peu des sociétés humaines. Est-ce que le sport ne réveillerait pas en nous un certain nomadisme constitutif? Il serait grand temps. Notre espèce Homo sapiens remonte à 200 à 300 000 ans. Aujourd'hui, donc nous sommes bientôt dans les Jeux Olympiques de Rio. Franchement, les hommes d'un Néandertal et de Cro-Magnon, tels qu'ils étaient il y a 30 000 ans, débarqueraient dans les équipes de sport. Je crois que beaucoup de nos champions ont des soucis à se faire. La chose importante, c'est qu'effectivement, il va y avoir l'invention des civilisations et des grandes cités, des agricultures. Donc, dans la conception classique du progrès, de l'homme qui prend en main par ses outils, ses innovations, ses productions, sa nourriture, etc., on a cru qu'effectivement, et ça l'a été à bien des égards, que c'était quelque chose qui était de l'ordre du progrès, de la marche de l'histoire. Mais voilà, qu'on a regardé un petit peu différemment les choses, non pas pour les contester, on s'est aperçu qu'il y a 2 choses qui sont inventées à cette époque-là, qui sont le travail et la sédentarité.
Alors la ville, c'est bien parce que les gens sont connectés. L'histoire, c'est dans les villes. Pourtant, avant le XXe siècle, quelle est la proportion de la population humaine qui est dans les villes? L'histoire se fait dans les villes. C'est pas que les gens des villes sont plus intelligents que les gens des campagnes, mais ils sont connectés, ils interagissent. Donc c'est pas nouveau, le village mondial. Hein. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a ce fardeau qui va se mettre en place, et la taille corporelle de notre espèce Homo sapiens, depuis les derniers Cro-Magnons chasseurs-collecteurs, a diminué considérablement. On est passé d'1,70 m en moyenne à 1,50 m. 1,50 m. Napoléon, qui décrivait les géants des armées napoléoniennes, c'est 1,57 m la taille moyenne, hein, vu. Quand je vais avec mes enfants, mais j'ai 2 fils qui ont une tête de plus que moi, voir des expositions sur les costumes d'époque, comme on dit, on va dire 18e siècle, ou des armures, donc 13e siècle. Un jour, mon fils me dit, ils sont gentils, ils ont fait des armures pour les enfants, mais où sont-elles pour les adultes? Mais pas du tout, c'était des adultes. Donc, il va y avoir un phénomène coévolutif, et cette fois-ci, dans l'autre sens, qui fait qu'on va dépendre des stocks, de la qualité des nourritures. On restreint la diversité des ressources alimentaires, donc stress nutritionnel. Et depuis l'époque de Cro-Magnon, attendez, ça fait 12 000 ans, c'est quand même pas énorme, nous avons perdu, nous les Homo sapiens, 50% de notre masse musculaire et squelettique. Et du coup, voilà que le sport, c'est intéressant, nous a amené, nous les scientifiques, les anthropologues, à regarder différemment notre histoire évolutive. Parce qu'on a commencé à parler des ultra-trails, de ces marathons hallucinants, mais on s'est dit, oh là là, on a affaire à des gens qui sont des surhumains. Et on a commencé à regarder d'une manière plus précise. Et en définitive, les activités sportives aujourd'hui, qui peuvent nous sembler absolument monstrueuses, enfin moi je ne suis pas capable de faire un marathon, mais ceci dit, je commence à comprendre que si je m'étais entraîné, peut-être que je pourrais y arriver. Et c'est ça qu'on est en train de retrouver, c'est le nomade qui est en nous. Et de fait, l'homme est un animal migrateur, c'est le seul grand singe migrateur, qui est le seul qui peut marcher des dizaines de kilomètres par jour, même en plein soleil, parce qu'il est capable de se protéger, etc. Et c'est lui qui va inventer la chasse à courre. Une anecdote que je raconte dans mon dernier livre sur la marche. Les Américains du Nord sont passionnés, évidemment, par les courses de chevaux et les courses endurance. On sait ce que le cheval a apporté à la conquête de l'Ouest. Donc, ils adorent les courses endurance. Et là, il y a un champion qui adore cette course. C'est un rendez-vous avec les copains. Enfin, c'est génial comme truc. Et manque de chance, son cheval tombe malade. Mais il aime cette course. Il veut y participer. Il regarde le règlement. OK. Et il se présente à pied, avec son sac à dos. Et tout le monde rigole. Il dit, attends, qu'est-ce qui se prend? Je veux dire Charlie, qu'importe, je ne connais pas son prénom, mais qu'est-ce qui te prend, Charlie? Tu te plaisantes, tu t'alignes contre des chevaux. Les gens ont moins rigolé quand 2 jours plus tard, c'est lui qui a gagné. Et en fait, aujourd'hui, il y a des courses hommes-chevaux, et le cheval est le seul animal qui a une endurance soutenue, mais moins que l'homme. Et on est en train de redécouvrir, mais attendez, ce qui est complètement dingue, les champions sont des hommes et des femmes à égalité de 50 à 60 ans. Vous vous rendez compte comment le sport nous a obligés, nous autres, les anthropologues, à jeter un autre regard sur ce qui était l'évolution de notre anatomie, notre physiologie et nos capacités. Donc aujourd'hui, ces sports, d'endurance certes, nous permettent de retrouver certains aspects de nos capacités physiologiques, qu'on n'appelait pas sportives, qui étaient de la survie, mais regardez, moi j'adore ce film, pardon de parler de film, mais le film Out of Africa. Il y a une scène absolument merveilleuse où nos 2 héros voient arriver 2 Maasai ou 3 Maasai qui traversent la savane. Et là, ils courent tranquillement. Et là, ils sont partis pour 40 km, les gars. Et le lion qui est devant, il ne va pas rigoler, je peux vous dire, parce qu'au bout d'un moment, ils vont l'avoir. Et donc, c'est ça qu'on a retrouvé. Et là, il y a une ethnie qui permet d'évoquer un personnage important que je suppose vous appréciez d'une manière ou d'une autre, qui est Antonin Artaud. Antonin Artaud était passionné par ces histoires de peyote. Qui va revenir avec les Doors et cette substance. La substance, c'est ça. Donc, il y a tout un rituel autour de ça. Dans les cactus. Oui. Le cactus, absolument. Donc il y a toute une cérémonie autour de ça. C'est très marqué et très riche d'un point de vue culturel chez les Tarahumara. Et les Tarahumara, on les a redécouverts à travers la course. Et ils sont dans la Sierra Madre. Et là, les gamins font 10 km ou 20 km chaque matin pour aller donc à l'école, avec des sandales, en rigolant, parce que c'est avant tout quelque chose de collectif. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que chez les Tarahumaras, ce sont des athlètes extraordinaires, mais pas pour la performance, mais pour le plaisir d'aller rencontrer les autres et de faire les choses ensemble. Donc le réveil du nomadisme n'est pas simplement habité par la performance, par la compétition. Bien sûr que non. C'est ravivé par la convivialité. Parce qu'il y a toute une culture autour des ultra-trails, soyons très clairs. Hein.
Alors j'aimerais que vous avez tout à l'heure rappelé que Michel Serres disait que c'est l'arbitre. Michel Serres connaît très bien les terrains de Maras. Bien sûr. Bon, et la question de l'arbitre dont on parlait tout à l'heure, l'arbitrage qui est peut-être un élément essentiel justement pour définir le sport. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que la question de l'arbitrage devient de plus en plus biaisée par les recours à des arbitrages à un degré supérieur, avec tout un ensemble de contestations juridiques? On peut contester les décisions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cela menace finalement d'une certaine manière le sport, au sens où Michel Serres le définit? La partie, par exemple, qui oppose deux équipes de rugby, qui gagne, c'est l'arbitre qui décide qui gagne, parce que c'est lui qui met finalement d'une certaine manière le ballon là où il faut. Vous voyez, si on regarde ça d'un point de vue anthropologique, voire philosophique, vous voyez le poids de l'histoire et de l'anthropologie dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on a des athlètes jeunes, puissants, rapides, qui sont des idoles, mais à un moment donné, ils doivent se conformer à la règle de celui qui en est le légitime représentant. Et si dans un sport, on n'a plus cette capacité d'avoir quelqu'un qui représente l'autorité de la règle, qui dépasse toutes les rivalités, les performances, les actions d'éclat ou les moins nobles sur un terrain, qu'est-ce qu'une société humaine? Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, le sport est certainement la vitrine la plus intéressante. Moi, je suis ancien handballeur. C'est intéressant de constater que dans des sports comme le handball ou le rugby, qui sont des sports où c'est quand même un peu rugueux à bien des moments, c'est des sports dans lesquels je ne vois jamais de contestation de la règle. Ou c'est rarissime. Au handball, on ne conteste pas l'arbitre. Au rugby, on ne conteste pas l'arbitre. Et c'est des sports où on accepte l'arbitrage télévisé, vidéo. Je suis très troublé par le football, que je trouve un sport formidable à bien des égards, mais qui reflète malheureusement par ses individualismes, certainement trop d'argent. Le football américain a connu ses dérives, où effectivement, cette contestation de la règle et de l'arbitre, pourquoi? Je n'ai jamais compris l'argumentaire de certaines personnes connues contre l'arbitrage vidéo. Donc on n'est plus capable d'aller regarder les faits, objectivement. Devrions-nous instituer des arbitrages consentis, comme cela existe dans certains sports? Déjà, peut-être élargir cette notion de handicap consenti pour éviter les discriminations qui existent, les catégories, etc. Alors, est-ce qu'on peut parler de compensation de handicap par rapport, et c'est votre terme, les inégalités? Du coup, je ne pense pas que le terme d'inégalité soit approprié, parce qu'effectivement, nous sommes tous différents les uns des autres. Donc, est-ce qu'on peut dire, parce que vous avez un système physiologique qui vous permet de mieux résister à H1N1, que nous sommes dans l'inégalité? Non, c'est un fait de nature. Et il est vrai qu'il y a une certaine pensée dans le sport des gens, dans un post-rousseauisme naïf, pardonnez-moi, ce n'est pas contre Rousseau, qui disent « Non, on ne peut pas dire que les Kenyans soient de meilleurs coureurs de fond, les Éthiopiens, ou que les Russes soient de manière haltérophiles. » Je suis désolé, chaque population humaine a une histoire propre, il y a eu des facteurs de sélection naturelle, il y a eu des choix culturels et coévolutifs qui font que, franchement, si vous êtes un Inuit, je suppose qu'il vaut mieux se lancer sur l'haltérophilie que la course de fond, d'accord? Maintenant, si vous êtes Kenyan, vous allez vers l'haltérophilie, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Est-ce que c'est de l'inégalité? Nous ne naissons pas égaux. Nous sommes tous différents, biologiquement et socialement, à la naissance. Et la notion de droit, d'égalité, c'est celle qui dit que par-delà nos différences interindividuelles liées à notre biologie, notre physiologie et nos cultures, que nous sommes égaux en droit. Mais ça n'aurait pas de sens d'avoir une égalité de droit si nous avions une égalité de fait biologique. Ça, je suis désolé de le préciser, c'est des banalités, mais qui, semble-t-il, échappent beaucoup à nos débats actuels. Donc, maintenant, effectivement, je trouve absolument passionnant l'idée de se dire, OK, on a des champions, et on va leur mettre un handicap de telle façon de donner des chances aux autres ou de rétablir un peu les chances. Voilà, je crois que c'est la loi glorieuse du sport. Maintenant, on ne peut pas l'appliquer partout. Est-ce qu'on va demander à Nadal d'avoir une balle de service au lieu de 2? Je pense que là, ça peut sembler aberrant. Maintenant, dans des courses à pied, en équitation, ça se fait... Bon, là, c'est toutes les courses, il y a de l'argent dans cette affaire-là. Mais voilà, je ne suis pas contre si ça permet de remettre de la compétitivité, et donc avec des règles consenties. Alors, évidemment, une époque où il y a une naïveté, ça fait très longtemps, ça, il y a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, pour autant je m'en souvienne, on disait non, le judo, c'est un sport qui est basé sur la capacité de déséquilibrer les gens, ou le aikido, en utilisant leur poids. Ouais, mais enfin bon, quand
notre champion français, s'il se présente devant quelqu'un qui est 60 kilos, je veux bien qu'il essaye de pousser son poids, mais à mon avis, ça ne va pas marcher. Donc on a besoin de ces catégories et autres pour effectivement, comme en boxe ou ailleurs, pour redonner des chances à tout le monde, mais il n'est pas question d'handicaper non plus les champions, mais je crois qu'ils sont capables de le comprendre. Voilà, donc je pense, et ça c'est typiquement humain, voilà, ça fait partie de la règle, du consentement qu'on accepte pour faire en sorte que nous ayons effectivement ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du sport, même si elle n'est pas complètement incertaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à faire intervenir une catégorie qui est la justice aussi. Oui. Le juste comme équilibre, Oui. comme ajustement. C'est un ajustement. Donc, par contre, je ne pourrais pas les termes d'inégalité ou de justice. Je pense que je préfère, moi, les termes d'équité ou en tout cas de redonner des chances, voyez, par rapport à ça, et c'est ça qui me semble intéressant. Mais si on était dans l'inégalité, quel serait l'essence du champion ? Mais puisque nous sommes dans les propos naïfs, mais qu'il est bon de rappeler, oui, quand même. Est-ce que vous croyez que l'humanité a besoin de hiérarchie Besoin de hiérarchie. Si c'est une hiérarchie basée sur soi-disant des lois naturelles ou des lois divines, je n'aime pas beaucoup, puisqu'effectivement, ça a été la justification de toutes les horreurs sur le racisme, le sexisme, etc. Mais il est très clair qu'il n'y a aucune société qui ne vit sans hiérarchie. Ce n'est pas possible. Maintenant, la vraie question, c'est comment s'exprime cette hiérarchie. Est-ce que c'est l'autoritarisme? Est-ce que c'est l'autorité? Est-ce que cette hiérarchie s'exprime dans des domaines de compétences et on accepte la compétence des autres ailleurs ou on se considère totipotent? Voilà. Donc là aussi, ce sont des mots... vous savez, dans l'évolution, c'est un peu compliqué quand on parle de l'évolution de la conscience ou des choses comme ça, ou de la hiérarchie. C'est des mots qui sont trop gros pour qu'on puisse faire un travail un peu plus précis. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment s'exprime la hiérarchie, quelles sont les formes d'autorité, d'autoritarisme, les formes de consentement. Concept de Claude Lévi-Strauss. Qu'est-ce qui fait que nous, tiens, voilà, démocratie universelle, nous acceptons, on a un candidat ou une candidate, notre candidate perd avec 49% des suffrages, ce qui n'est pas rien, face à 51%, mais nous consentons effectivement à accepter cette règle du jeu démocratique, effectivement, que nous soyons gouvernés par la personne qui a eu 1% ou 2% de plus de suffrages. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que c'est la hiérarchie? Non, c'est un respect des règles. Maintenant, les formes de hiérarchie au-dessus des règles vont dépendre évidemment des sociétés et des cultures. Moi, c'est un travail qui m'intéresse beaucoup dans les différentes populations de chimpanzés, où là, effectivement, c'est pas la loi du plus fort. Il y a différentes stratégies. Et pour vous dire une chose, voilà, je vais peut-être vous surprendre. C'est peut-être pas une des réponses que vous attendiez, mais il y a une étude récente assez passionnante qui a regardé comment émergeait l'innovation et la transmission, l'émergence et la transmission d'informations dans les groupes sociaux. Alors, le groupe de chercheurs a sélectionné 78 populations de 24 espèces. Hommes, chimpanzés, capucins, babouins, gorilles, etc., etc. Et ils ont dégagé les critères suivants. Démarche inductive. Qu'en fait, les sociétés qui innovent le plus ou qui transmettent le mieux l'information, c'est des sociétés dans lesquelles il y a un vrai leadership. Mais un leadership tolérant, qui admet qu'une idée ou une information soit testée par des groupes, ce qu'on appelle la modularité, et une fois que c'est fait, où l'idée est retenue, où elle est amendée, où elle est écartée, et ensuite que ça revient vers le leadership. Donc aujourd'hui, on passe peut-être en dehors du sport, mais ça me semble intéressant. On avait longtemps dit, on a des concepts aujourd'hui d'entreprise libérée, on les sent comme l'autogestion à une époque. Vous voyez, c'est des grandes idées, ça, rousseauistes, naïfs, me semble-t-il, qui consistent à dire, laissons tout le monde faire les choses, on n'a pas besoin de hiérarchie. Ben non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout, n'en déplaise aux utopies. On aperçoit qu'effectivement, une hiérarchie innovante, qui permet l'innovation, c'est une hiérarchie qui, effectivement, est à la fois, c'est pas top-bottom ou bottom-up, pardon pour ces mauvais termes, mais c'est top-bottom et bottom-up. C'est effectivement, une fois que le groupe a été capable de tester l'idée, de l'amender ou de la récuser, c'est que le leadership va faire en sorte que l'idée va être reprise. C'est là-dessus que fonctionne la publicité, je veux dire, les marques autour des champions, voilà, c'est ça. Ces formes de leadership sont là, donc il n'y a pas qu'une seule forme de leadership, il y a pas, tous les champions ne sont pas des leaders, soyons très clairs. Et donc c'est le rôle d'un capitaine d'équipe, etc. Donc voilà, tout ça, voilà, c'est l'éthologie, c'est des règles, etc. Mais de croire qu'il n'y a pas une hiérarchie dans une équipe, c'est quelque chose de complètement naïf. Est clair. On pourrait peut-être, pour terminer, revenir à un point que vous avez
envisagé au début de notre entretien, c'est le post-humanisme ou le transhumanisme. Parce que nous parlons là de l'homme encore, quelqu'un d'assez reconnaissable. Nous sommes encore dans du familier, même à la limite néandertalensis. Là, il y a les anthropoïdes, il y a l'intervention l'ingérence de la machine, des nanotechnologies, la rencontre de l'informatique, tout ça va produire peut-être un homme nouveau. Comment pensez-vous cette émergence de cet homme nouveau? On pourrait rapporter ça à la question du sport, puisqu'on envisage évidemment d'amplifier les performances, peut-être même d'organiser des matchs entre des êtres, des cyborgs, ou entre des êtres qui, on parle, je crois, du cybathlon, hein, je crois qu'on envisage ces joueurs. Comment réagissez-vous à cela, de manière assez brève? Alors, un des grands défis, par exemple, de l'intelligence artificielle et de la robotique, c'est de dire 2050, des robots, une équipe de football de robots battra l'équipe championne du monde. C'est magnifique comme défi. Comme l'ordinateur bat le joueur d'échecs ou le joueur de Go. Ou le joueur de Go. Oui, mais là, il y a des algorithmes. Donc, la machine va vite, on peut y assister. Ou Géopardy, enfin, qui est notre jeu des Mille-France, si je peux me permettre ainsi. Oui, mais là, attendez. Ces machines, elles ont des algorithmes. Est-ce qu'elles sont capables d'avoir des initiatives là-dessus? Je vais vous parler de quelque chose qui est un concept central par rapport à la question que vous posez, au transhumanisme, l'intelligence artificielle, etc. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie inversée. C'est quoi l'ingénierie inversée? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Hans Moravec est un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, et il dit ceci. Il est plus facile de demander à nos machines de faire des choses complexes que des choses simples. Je m'explique. Nos machines, qu'on sait concevoir, sont plus à même de nous battre aux échecs, de construire des algorithmes, d'aller chercher du big data, le truc à la mode, on a les algorithmes, ça arrive très vite d'ailleurs. Oui. Par contre, le robot qui va battre mon petit-fils qui a 2 ans au foot, il n'est pas né, je peux vous dire. Pour quelle raison? Ce qui est apparu plus anciennement dans l'histoire de l'évolution sera d'autant plus difficile à mettre en place que quelque chose qui est apparu récemment. Donc, regardez l'histoire des technologies. Les premiers drones, c'est les avions. Pourtant, l'avion, ça correspond à la modernité et à la conquête de l'air. Google Car, c'est là, mais ça pose des problèmes. Et plus vous allez vers des aptitudes ou des adaptations qui ont été acquises au cours de notre évolution, ça sera beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Ceci est beaucoup plus intégré dans notre patrimoine génétique. Donc l'ingénierie inversée, il est plus facile d'avoir des ordinateurs qui travaillent avec mon ami Cédric Villani sur les mathématiques modernes qu'un ordinateur ou un robot qui battra mon fiston qui a encore 2 ans au foot. Ce qui nous amène à un autre propos. On y est déjà. Comment s'appelle ce champion sud-africain, d'ailleurs, qui est dans de mauvaises situations après le meurtre de sa compagne Pistorius. Pistorius. Monsieur Pistorius. C'est intéressant ce qui s'est passé aux derniers Jeux Olympiques. Monsieur Pistorius est autorisé à faire le relais 4 fois 100 mètres, ou 200 mètres, je ne sais plus, qu'importe. Et là, il fait une excellente performance. Parce qu'il est handicapé, mais il a une prothèse, ce qu'on appelle dans le champ de la philosophie le solutionnisme, c'est-à-dire qu'on substitue un artefact technique et technologique à une déficience du corps. Les 2 prothèses. 2 prothèses, 2. Donc, il gagne, parce qu'il fait une course parmi les non-handicapés. Et ensuite, il y a les Jeux paralympiques. Et Pistorius se dit, ouais, bon, attendez, j'ai gagné parmi les non-handicapés, je vais être tranquille parmi les handicapés. Eh bien, il s'est fait battre à plat de couture. Alors, c'est passionnant, parce que du coup, ça pose la vraie question. Quels sont, effectivement, par-delà le dopage, les artefacts qu'on peut admettre par rapport à cela? Et donc, il est sûr que ça va complètement changer l'essence du sport. Alors, tout à l'heure, on évoquait ces différences interindividuelles qui est un fait donc, biologique, de nature, au vrai sens du terme. Donc, on va essayer de trouver, comme on disait tout à l'heure, des handicaps pour redonner des chances et de la compétitivité. Maintenant, quelle va être la règle des limites des handicaps qu'on va pouvoir substituer du point de vue du solutionnisme avec ces artefacts? C'est une sacrée question. Vous savez, dans le monde économique, aujourd'hui, on parle d'exosquelettes. Sur les chantiers, bientôt, on va avoir des femmes de 50 kilos qui vont transporter une palette dans chaque main. Il y en a qui vont être un peu surpris quand même. Donc, on en est là. Donc, ça va changer tous ces périmètres, dont d'ailleurs, on n'a pas résolu la question chimique de l'augmentation des performances qu'on appelle le dopage. Et là, on arrive sur des artefacts physiques. Et là, la question est complètement nouvelle. C'est absolument passionnant. Alors maintenant, cet homme nouveau. Écoutez, je vais vous dire une chose. Imaginez que nous revenions 30 ans en arrière. J'ai une trentaine d'années. Je suis à moto, j'ai un problème, je tombe sur la hanche, et on me dit, on va vous mettre une prothèse de la hanche tout de suite.
Formidable. Sauf que 10 ans plus tard, ma prothèse fout le camp, enfin surtout l'os qui est autour. On va remettre une autre prothèse, mais après, je terminerai sur un fauteuil roulant. Pour quelle raison? Un des aspects qui m'ennuie beaucoup dans le transhumanisme, c'est qu'il y a un postulat premier. L'homme est arrivé au terme de son évolution. On n'en sait strictement rien. Rappelez-vous les 3 coévolutions que j'évoquais, l'invention de l'agriculture, baisse de la taille corporelle, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, regardez ce que nous sommes devenus. Voilà, personne ne l'avait imaginé. Eh bien justement, c'est ça. Si vous ignorez les potentialités, et de toute façon, par définition, quasiment on les ignore, ces potentialités de ce que peuvent être nos capacités cognitives, physiologiques et corporelles, le transhumanisme nous dit, on a la solution, on a nos technologies, prothèses, mais on y est déjà. On y est déjà, avec Carmat, bon, c'est pas les résultats qu'on attend, mais ça va venir, hein. On se rappelle les premières greffes du cœur, hein, quand même. Ça va venir, tout ça. On est déjà dans le transhumanisme. Quand on voit les opérations qu'on fait avec des robots pour les maladies de Parkinson, on y est déjà dans le transhumanisme. Il ne faut pas se faire d'illusions, on y est. La chose étant, c'est qu'en effet, imaginez qu'on applique cette règle des reins, qui consiste à dire, vous avez un problème biologique, on va vous donner une solution technologique, qu'elle soit nano, bio, cognitive. D'un seul coup, ça veut dire quoi? Vous avez plus de chances de vous retrouver handicapé plutôt que d'avoir la capacité d'exprimer des aptitudes que, évidemment, personne n'imaginait il y a 60 ans. Donc, c'est très dangereux de jouer sur ces postulats. De toute façon, d'une manière générale, dans le champ de la philosophie, dans le champ des sciences et dans le champ de la politique, vous le savez, dès qu'on parle de loi naturelle, ça sent pas bon, cette affaire-là, hein, parce qu'il n'y a pas de loi naturelle, hein, il y a des règles, il y a des mécanismes. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, l'homme nouveau, ce sera l'homme qui soit capable de déployer, c'est le débat actuel entre intelligence artificielle et intelligence augmentée. Moi, je suis évidemment pour l'intelligence et les capacités corporelles augmentées, mais à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre de potentialités plus ou moins comprises aujourd'hui. Ça, c'est anti-évolutionniste, et ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est pareil pour les capacités cognitives. Je vais vous citer un autre film, c'est le film Her. Vous avez certainement vu ce film. Regardez ce qu'apporte ce film. La vision anthropologique. Il y a un aspect philosophique qui n'a pas dû vous échapper, mais regardez l'aspect anthropologique. Si vous avez, et ils sont là, des algorithmes et des logiciels auto-apprenants, qui sont, grâce aux sciences cognitives, capables d'anticiper vos attentes. Facile à faire, c'est dans Minority Report, mais ça existe aujourd'hui. D'un seul coup, serez-vous capable de développer des relations humaines? Puisque, évidemment, la relation humaine, c'est une relation qui se construit, des incertitudes, des questionnements, des refus, des engagements, des invitations. Tout ça, c'est très compliqué, l'humain. Et là, vous avez un logiciel qui vous apporte immédiatement les satisfactions vous avez besoin. Ce n'est pas nouveau, c'est The Brave New World de, évidemment, Aldous Huxley. Et effectivement, je crois que, attention, les drogues comme les artefacts ne feront jamais l'homme nouveau.